Imaginez 2 secondes que vous soyez perdu en mer avec cette embarcation durant 133 jours, soit quasiment 4 mois et demi. Et bien c'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur qui s'appelle Poon Lim. Poon Lim, lui, il est resté 4 mois perdu seul en pleine mer sur ce rafio de fortune, suite à un malheureux événement qui l'a conduit à devoir survivre comme il peut. Ce qui est complètement ouf avec cette histoire, c'est qu'il lui est arrivé des galères dont vous n'avez même pas idée. Un enchaînement de trucs complètement fous. Des événements complètement fous qui s'ajoutent déjà à la situation absolument abominable, qui est de rester 4 mois et demi seul en mer sur 2 palettes de bois et 2 bidons de plastique. Faut le noter. Monsieur Lim, lui, il est né le 8 mars 1918 sur l'île de Hainan. Hainan, c'est la plus grande île de Chine située au sud-est du pays. Bon, les années passent, Lim finit par quitter son île natale à cause de ses études et du travail. Et il se retrouve à Hong Kong, on est alors en 1939, il a 21 ans. Et c'est un jeune fanfretin. Comme vous le savez, bien évidemment, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et Lim, lui, va en faire partie. C'est en 1942 qu'il va être réquisitionné comme matelot sur un navire marchand britannique. Navire marchand, mais navire armé, pour évidemment transporter tout un tas de marchandises en toute sécurité dans cette période très dangereuse. Oui, parce que même les bateaux qui transportent des bananes ou je ne sais quoi, ils se faisaient dégommer. Et ce fameux navire se nomme le SS Ben Lomdon. Le Ben Lomdon, c'est un navire de 6630 tonnes, donc c'est un beau bébé. C'est un bateau qui est quasi neuf au moment de la guerre, il n'a que 20 ans, ce qui est peu pour ce genre de navire absolument énorme. Il mesure 130 mètres de long pour 17 mètres de haut, et il fonctionne grâce à la propulsion vapeur. Et ça va jouer un petit peu. Notre cher monsieur Lim se retrouve de force à cause de la guerre sur ce mastodonte des mers. Le bateau ayant été en quelque sorte mis à jour pour le conflit, avec une coque renforcée et quelques armes à bord, mais son but principal, c'était pas d'aller faire la guerre, c'était vraiment de transporter des marchandises d'un pays à un autre. Mais au cas où, les mecs avaient tous des flingues à bord. Bon, c'est normal. Oui, parce que derrière, il y avait l'Allemagne qui commençait un peu à s'énerver. À noter que le bateau voyageait seul, sans assistance militaire. C'était plutôt périlleux à cette époque, sachant que l'Allemagne avait des sous-marins un petit peu partout qui rôdaient sous les mers. On est maintenant en octobre 1942, et c'est à ce moment que tout va basculer, surtout pour Lim. Le bateau chargé de marchandises est dans le port de la ville du Cap, en Afrique du Sud, et il a plusieurs destinations à desservir. En premier, il doit donc traverser l'Atlantique pour rejoindre la côte la plus proche située en Amérique du Sud, qui sont évidemment les côtes brésiliennes, comme vous pouvez le voir. Sa première escale devait se faire en Guyane néerlandaise, dans la ville de Paramaribo. Il devait donc partir du Cap, rejoindre la côte brésilienne, remonter jusqu'à Paramaribo, puis mettre les voiles jusqu'à New York. Mais évidemment, le voyage ne va pas se passer comme prévu, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Il part donc de la ville du Cap en octobre, traverse l'Atlantique pour se rapprocher de sa première destination. Sauf que là, à 500 km de Fortaleza, une ville du Brésil, il se fait repérer par un sous-marin allemand, le U-172, et lui, il déconne zéro. Le sous-marin U-172, c'est un énorme sous-marin allemand de plus de 70 mètres de long. Il pèse plus de 1 million de kilos. Il a été conçu dans les années 30 par l'Allemagne pour les opérations de très longue distance. C'est littéralement un mastodonte des mers. C'est un immeuble qui se déplace sous l'eau. Il a 2 moteurs diesel de 4400 chevaux. Il pouvait fendre les mers à 34 km/h et plonger à 230 mètres. Faut noter qu'à l'époque, ce genre d'engin, c'était la pointe de la technologie. Les ordinateurs n'existaient quasiment pas. C'était un monstre tapi sous les eaux qui pouvait attendre une proie durant des mois sans être repéré. Et ce jour-là, sa proie, eh bien, ce fut le bateau sur lequel Monsieur Lim travaillait. On est donc le 23 novembre 1942. Il est tard dans la nuit, le sous-marin arme 2 des 4 lance-torpilles de 53 cm de diamètre situés à l'avant de celui-ci. Il vise le navire avec à son bord 54 membres d'équipage dont Monsieur Lim, qui n'avait absolument rien demandé. Vraiment, le mec était là et il savait pas trop pourquoi. Le sous-marin envoie 2 énormes torpilles droit sur la coque du bateau et il le touche. Rapide aparté sur ce sous-marin, le U-172, eh bien ce sous-marin il va se faire littéralement détruire juste un mois plus tard après cet événement, après une bataille de 27 heures et 200 bombes sous-marines larguées sur lui. Il y a 13 membres d'équipage qui vont perdre la vie et 46 qui s'en sortent, plutôt miraculeusement d'ailleurs. Et entre-temps, il a coulé tous ces navires que vous voyez. Mais bref, revenons à Monsieur Lim qui est plutôt en mauvaise posture sur son bateau qui vient de se faire torpiller par un sous-marin. Sous l'impact des 2 torpilles, le bateau penche dangereusement.
flottant et des chaudières situées en soute explosent. À noter que la pression dans ces chaudières est telle que l'explosion de celle-ci est peut-être pire que l'explosion de la torpille en elle-même. Ce sont de véritables cocottes minutes qui, si elles explosent, détruisent tout, le bateau et les gens autour. Vaut mieux pas rester à côté. Et ça, Monsieur Lim, il l'a bien compris. Le navire est fatalement touché. En à peine 3 minutes, ils se mettent à sombrer au fond de l'océan. Mais Monsieur Lim, dans ce laps de temps très court, attrape un gilet de sauvetage et saute à l'eau, voulant surtout esquiver une autre explosion de chaudière qui pourrait lui être fatale. Le mastodonte des mers se retrouve donc complètement englouti sous les eaux en quelques secondes, laissant au milieu de l'océan Monsieur Lim et 5 autres membres d'équipage, qui eux aussi ont réussi à fuir en se jetant à la mer. Et il y a une cinquantaine de membres d'équipage qui, eux, sont restés sur le bateau. Ils n'ont pas eu cette chance. Ils ont coulé. Là, vous pouvez voir la liste des personnes qui ont été répertoriées, qui ont coulé avec le bateau. Mais bref, 2 heures passent. Il est dans l'eau. Monsieur Lim se débat dans les vagues, seul au milieu de l'océan. Il perd de vue ses compères d'infortune et se retrouve totalement seul au monde dans cette eau infestée de requins, plutôt froide en cette saison. Sauf que là, eh bien on peut parler de petit miracle, vraiment. Il va tomber sur quelque chose après s'être débattu durant des heures. Et ce quelque chose va être très important. Le radeau que je vous ai montré au tout début de cette vidéo, ce radeau de secours littéralement fait en palette, eh bien, il apparaît devant lui, comme le sauveur. Il se hisse avec le peu de force qui lui reste sur cette embarcation de fortune, qui est pour lui, évidemment, la meilleure option de survie. Une fois à bord, il regarde autour de lui, mais rien, pas de terre en vue. Il est totalement seul sur ces 2 cagettes flottantes, avec en guise de toiture une voile de bateau qui le protège plus ou moins du soleil et de la pluie. Bon là, faut imaginer dans quel état psychologique il est, Monsieur Lim. Il vient de survivre à une explosion de bateau, il a vu tous ses potes crever, le bateau a ensuite littéralement coulé avec tous ses potes dedans, et maintenant il est absolument tout seul au milieu de l'Atlantique, à 500 km de la côte la plus proche. Et tout ça sur des cagettes flottantes, s'il vous plaît. Donc dans ces moments-là, faut pas hésiter à garder son calme, évidemment. Monsieur Lim se met à faire l'inventaire de ce qu'il a à disposition sur son rafio. Et par chance, il était plutôt bien garni. Il trouve de la nourriture sèche, notamment des boîtes de gâteaux, plusieurs dizaines de litres d'eau potable, mais également des plaquettes de chocolat et du sucre. Mais également tout un attirail de survie avec fusée éclairante, une grosse lampe torche et 2 fumigènes. Alors tout ça, c'est des équipements qui étaient en fait dans le rafio de survie qui était à la base sur le bateau qui a coulé. Et par chance, les mecs avaient pensé à mettre pas mal de choses dessus. Tant mieux pour Lim. Alors par contre, au niveau de la nourriture, c'est beaucoup de choses sucrées. Moi, je me demande si c'est pas un pâtissier qui aurait fait le pack de survie sur ce rafio. Et il manque plus que les croissants, il peut ouvrir une boulangerie au milieu de l'Atlantique. Mais bon, je pense pas que les caries dentaires soient le principal souci de Monsieur Lim. On va dire que c'est déjà pas mal. Il a de quoi flotter, être un peu à l'abri, de quoi boire et manger. C'est toujours mieux que de flotter au milieu de l'eau salée, avec plein de requins qui viennent vous manger les pieds comme ça. C'est pas bon. À noter que Monsieur Lim nageait très mal, ce qui ajoute un petit peu de difficulté. On peut comparer ses chances de survie au jeu Dark Souls, qu'il faudrait terminer avec les yeux fermés en jouant avec les pieds sur une manette de Nintendo 64. Avec ça, vous comprenez que ses chances de survie, elles étaient plutôt minces. Sauf que ce monsieur, c'est pas le genre à se laisser crever. Et vous allez voir, il va lui arriver des bricoles complètement incroyables. Quelques jours passent. Monsieur Lim arrive à la fin de ses provisions, mais surtout de l'eau potable. À noter qu'il s'était attaché le poignet au radeau au cas où il tombait à l'eau. Et oui, comme je vous l'ai dit, le gars savait pas très bien nager. Par chance, sa lampe de poche possédait une corde en chanvre pour la porter autour du cou. Arrivant à la fin de ses provisions, il l'utilisa pour faire un fil de pêche. Il arracha un clou du radeau et le plia pour en faire un hameçon. Il récupérait l'eau de pluie grâce à un gilet en toile, puis il la buvait. Les boîtes de biscuits qui, elles, étaient en ferraille, lui ont permis de concevoir un couteau de fortune. Il faisait sécher les poissons qu'il attrapait sur un étendoir qu'il avait fabriqué avec un bout de corde qui lui restait. Le couteau en ferraille de boîte de biscuits lui permettait de vider ses prises avant de les faire sécher. Bon, jusque-là, en fait, il s'en sortait plutôt pas mal. Ça allait. C'était pas le George V, mais il survivait. Mais c'est à croire que le destin ne voulait pas lui laisser une chance de survie. Pauvre Lim. Quelques semaines passent. Une giga tempête s'abat sur lui. Ses maigres provisions passent par-dessus bord. Ses poissons séchés sont emportés par les vagues. Son bidon d'eau potable se retrouve mélangé avec de l'eau de mer et devient inutilisable. Lim, qui était à moitié mort à cause de cette tempête, il doit sa survie au fait qu'il s'était attaché le poignet à son rafio, ne savant pas très bien nager. Ça ne l'a pas empêché de prendre des vagues tellement fortes que son corps, déjà bien affaibli par la fatigue et le manque d'énergie, a failli lâcher. C'est-à-dire, voilà, c'était presque la fin, mais non. Monsieur Lim a tenu bon, et vous allez voir, c'est pas fini. Le temps se calme, il se remet de cette mésaventure dont il se serait bien passé. Là, il constate qu'il est dans une position plus que délicate, avec toutes ses victuailles emportées par la tempête. Plus d'eau,
plus de nourriture. Et à un moment donné, il est là, assis sur son embarcation, ne pouvant pas faire autre chose visiblement, et il se trouve qu'une mouette vient se poser sur le bord de son radeau. Lim ne bouge pas d'un poil. Il sent l'opportunité de survie qui vient de se poser et qui est descendue du ciel. Ça va mal finir pour la mouette, hein, vous le savez. Il regarde la mouette droit dans les yeux et ne pense qu'à une chose, la déguster quoi qu'il arrive. Il bondit et saisit l'animal qui ne s'attendait pas à ça. Lim ouvre la mouette en deux comme une boîte de conserve et se met à boire son sang comme un Capri Sun. Le sang de la mouette étant constitué principalement d'eau non salée, ça lui permet de se réhydrater un petit peu. Lim est arrivé au point extrême où boire le jus d'une mouette est le seul moyen pour lui de duper la mort. Et croyez-moi, tout le monde l'aurait fait. Je sais pas quel goût ça a, mais c'est pas... Mais vous pensiez peut-être que, une fois que Monsieur Lim avait bu le jus de mouette, si tant est qu'on peut boire une mouette, et manger le peu de chair qu'elle avait, il allait jeter les restes par-dessus bord, ce serait se tromper. Comme disait notre cher Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Et Lim va appliquer ce principe fondamental, exprimé par notre cher Antoine Lavoisier, chimiste de son époque et guillotiné par la suite, mais ça c'est une autre histoire. Lim récupère donc les morceaux de mouette restants, une fois qu'il l'avait bu et un petit peu mangé, il restait un petit peu de viande, bon voilà, c'est des détails. Il fabrique une canne à pêche qu'il avait perdue dans la tempête juste avant, avec des clous et une corde, les clous qu'il récupère sur le rafio. Alors faut pas qu'il en prenne trop, parce qu'à un moment donné, le rafio il va se décomposer. Mais ça va, pour l'instant il a utilisé 2 clous. Et justement, un peu plus tôt, il avait vu des requins nager près de son embarcation. Il eut évidemment l'intelligence de ne pas se jeter à l'eau pour l'attraper à la main, ce qui aurait un petit peu écourté son voyage. Évidemment. Il utilisa donc la mouette comme appât au bout de son clou pour attraper un requin. Et là, par chance, son système fonctionne. Avec sa ligne de pêche qu'il avait pris soin de doubler pour ne pas qu'elle lâche, et des pseudo-gants en toile qu'il s'était fabriqués pour ne pas se brûler les mains avec la corde, il attrape un requin et il le hisse à bord de son rafio. Évidemment, le requin, lui, n'est pas très content de se faire sortir de l'eau comme ça. Il tente de mordre Lim à plusieurs reprises. Donc là, le type est au milieu de l'Atlantique, il est en train de se battre avec un requin qui vient de pêcher, hein. Je vous rappelle quand même. Monsieur Lim finit par attraper une cruche d'eau et lui martèle la tête jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Lim 1, requin 0. On peut dire qu'il a limé. Merci. Il ouvre la bête et se met à sucer le foie de celle-ci. Le foie étant rempli de liquide potable. Encore une fois, il se réhydrate comme il peut et ça fonctionne largement. Du jus de foie de requin. C'est plein d'oméga 3 en plus. Oui. Comme on l'a vu précédemment, rien ne se perd, tout se transforme. Il coupe les nageoires et les sèche au soleil pour plus tard. D'ailleurs, il me semble que la soupe d'aileron de requin, encore aujourd'hui en Chine, c'est un truc qui marche plutôt pas mal. Par contre, la pêche est absolument abominable, hein. Mais bref, là n'est pas le sujet. Son embarcation n'a évidemment aucun moyen de propulsion ou de guidage. Il est quasiment à la merci des éléments, il a seulement une petite rame toute pourrie. Les jours et les semaines passent encore et encore. Pour lui, la principale chance de s'en sortir, c'est de croiser un bateau par hasard qui viendrait le secourir. Et justement, il va en croiser un. Sauf que... Et oui, par exemple, un jour, un paquebot va passer très près de lui. Un bateau non identifié. Les gars sur le bateau vont le voir, crier et appeler à l'aide. Mais personne ne va rien faire. Ils vont même pas le saluer, c'est indiqué. Ils le regardent comme ça. Ils passent avec un bateau, ils voient un mec au milieu de l'océan, ils font rien. C'est un petit peu justifié. Déjà, c'était en temps de guerre. Bon, en fait, apparemment, c'était une technique utilisée par les sous-marins de placer un type sur une embarcation comme appât, pour ensuite aller détruire le bateau qui viendrait secourir le personnage. Donc là, les gars, ils se doutent un petit peu. Ils se disent, bon, c'est bizarre, il y a un mec au milieu de l'océan Atlantique, on fait quoi? C'est louche, ça pue. Donc ce bateau de passage, bien trop méfiant comme je vous l'ai dit, a préféré laisser Lim sur son canot à la dérive, plutôt que de prendre le risque de se faire torpiller. Et je pense que c'est peut-être le pire truc qui puisse arriver. C'est-à-dire que tu vois un bateau qui peut te sauver la vie, alors que ça fait des semaines, voire des mois que t'es sur l'eau à manger de la mouette crue et du foie de requin, et là tu le vois partir. Donc à un moment donné, le moral, comme ça, il se retrouve dans les chaussettes que t'as pas. Bah oui, parce que tu les as perdues pendant la tempête d'avant. Il se retrouve dans ta peau qui est en train de pendouiller parce que t'as pris trop d'eau, donc ça se détend comme ça, voilà. Horrible, on est tous d'accord. Ça c'est le pire. Tu vois un bateau comme ça qui se barre. Par la suite, il y a des avions de patrouille de la marine américaine qui le repèrent et lui lancent une bouée pour le situer plus facilement. Et revenir ensuite avec des navires de sauvetage. Sauf qu'encore une fois, le sort s'acharne sur lui. Une méga tempête l'emporte loin de la bouée qui servait de repère aux sauveteurs en bateau. Et une fois sur place, quand les sauveteurs arrivent, Lim évidemment n'était plus là. La tempête l'avait éloigné du point de signalisation. Encore quelques jours plus tard, il tombe par hasard sur un sous-marin allemand. Écoutez bien, le sous-marin allemand était en train de s'exercer au tir anti-aérien sur des goélands. Contexte.
Sous-marin, allemand, 1945 à peu près. Hein. Grosse mitrailleuse comme ça, pour détruire des avions. Les mecs tiraient sur des goélands. Je veux dire, c'est quel niveau d'entraînement? J'ai du mal à comprendre. C'est une autre époque. Les gars s'entraînaient quand même à tirer sur des oiseaux avec du calibre gros comme mon poing. Et justement, ces personnes dans le sous-marin, donc les Allemands, l'ont bien vu. Lim le confirme, il a été repéré. Mais une fois leur exercice de tir sur goéland terminé, ils sont tout simplement repartis sous l'eau, en mode balai total. Ils ont vu un mec au milieu de l'océan, encore une fois. Ils ont dit, c'est bizarre. Normalement, t'es pas censé être sur des cagettes au milieu de l'Atlantique. Il y a un problème. Trop suspect pour aller le secourir. Bon, là, je pense que Lim commençait à littéralement perdre foi en l'humanité, hein. Non, parce que tu vois un sous-marin en train de dégommer des goélands à la Gatling, et ils sont même pas foutus d'au moins te laisser de quoi manger ou boire. On va dire que c'est pas rassurant. 4 mois s'écoulèrent, entre pêche au requin et dégustation de mouettes, mais Lim constata à un moment donné que l'eau changeait de couleur, passant de très sombre à plus clair. Ce qui voulait dire éventuellement qu'il se rapprochait potentiellement d'une terre, vu que le fond était moins profond. Et donc l'eau devenait plus claire, vu qu'il y a moins de fond. Voilà, c'est logique. Il se mit donc à pagayer vers là où l'eau était le plus claire. L'idée c'était d'aller vite, pour ne pas se faire emporter par une énième tempête qui allait s'abattre sur lui. On est donc maintenant le 5 avril 1943, soit 133 jours après le naufrage de son navire. Coulé en novembre de l'année précédente, je vous rappelle. Oui, le gars a fait Noël sur mer. Plus de 4 mois à être resté en pleine mer, il tombe enfin sur un bord de terre situé au Brésil. Le problème, c'est qu'il arrive près d'une forêt dense plutôt dangereuse. Et en fait, à cet endroit, il y a plein d'animaux, et plein de maladies, et plein de moustiques, et des tribus un petit peu qui, voilà, c'est... Il finit par tomber sur 2 pêcheurs brésiliens qui le trouvent. C'était des cannibales et il s'est fait manger. C'est faux. Évidemment, ces 2 pêcheurs brésiliens l'amènent à l'hôpital où il sera soigné durant plusieurs semaines dans la ville de Belém. Il a perdu un peu moins de 10 kilos, ce qui est pas énorme, et est plutôt déshydraté. Mais globalement, son pronostic, il est bon. Sa vie, elle est pas en danger. Lim, il est très solide, et ça c'est dû au jus de mouette. Il reçoit finalement des médailles de la part de l'Angleterre, et les forces navales britanniques intègrent dans leur manuel de survie des techniques que Lim a utilisées, notamment boire du jus de mouette. Il réussit à passer aux États-Unis grâce à sa renommée et ses contacts, et termine sa vie paisiblement là-bas, jusqu'en 1991, ma date de naissance, à Brooklyn. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais, évidemment, rien lâcher. Et si vous devez boire une mouette comme un Capri Sun pour survivre, eh bien faites-le. Merci, au revoir, abonnez-vous.